Le dugong, ce drôle de mammifère marin que l'on appelle aussi vache marine, est présent dans les lagons de Nouvelle-Calédonie depuis des milliers d'années. Mais d'où vient-il et comment a-t-il trouvé refuge dans nos eaux? Espèce emblématique, aujourd'hui menacée de disparition, le dugong continue de fasciner. Avec le biologiste marin Marc Oremus, nous partons à sa rencontre, ici, à Bourail, au cœur d'un de ses habitats essentiels, les herbiers marins. Bonjour. Hey, bonjour Elisabeth. Ça va, Marc? Ça va bien et toi? Oui. Et bonjour Manu. Bonjour Elisabeth. Ça va bien? Oui, super, comme d'hab, la boulette. Alors Marc, tu m'as donné rendez-vous à Bourail parce qu'il y a une population de dugong qui vit dans cette région. En tout cas, la zone de Bourail, elle est réputée pour avoir une forte concentration de dugong. Et ça, c'est notamment lié au fait que dans cette région-là, il y a des herbiers qui sont assez étendus. Les herbiers, comme tu le sais, c'est un écosystème très important pour les dugongs puisqu'ils se nourrissent sur ces plantes marines. Et donc voilà, c'est ici qu'on en trouve pas mal. Et c'est donc les herbiers qu'on va aller voir aujourd'hui. Effectivement, on va monter un petit peu plus au nord, vers la zone du Cap Goulevin, parce que c'est une zone où il y a eu des inventaires d'herbiers sur cette partie-là qui ont montré qu'on avait des belles surfaces d'herbiers en bonne santé, assez denses. D'accord. Et c'est donc Manu, le connaisseur du lagon, qui va nous emmener. Voilà. Super, je suis prête, je vous suis. Bon, allez, let's go. C'est parti. Alors là, Marc, on est sur un fond sableux qui, autrefois, était un gigantesque herbier. Vraisemblablement, en tout cas, si on se base sur les études qui ont été réalisées par l'IRD, notamment, si on se base aussi sur des images satellitaires, on voit que cette zone-là était un herbier très dense, donc vraisemblablement un habitat important pour les dugongs. Oui, donc, même une dizaine d'hectares. C'est ça, c'est une superficie qui est quand même énorme, c'est plusieurs centaines d'hectares. Ouais. C'est inquiétant. C'est inquiétant, d'autant qu'on sait que cette zone, elle est importante pour la population de dugong en Calédonie. On a observé pendant très longtemps des rassemblements importants, parfois plusieurs dizaines de dugongs, même plus de 50 dugongs sur cette zone, près de cette zone, qu'on pense être liés notamment à ces grands herbiers qui étaient disponibles. Et justement, notre inquiétude vient de là, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que ces rassemblements, on ne les observe plus ici, en tout cas. Et donc, on peut légitimement s'interroger sur le lien entre l'évolution de l'herbier et le déplacement des dugongs. C'est la raison pour laquelle on va aller plonger sur ce qu'on pense rester le reste des herbiers du Cap Goulevin, observer, voir ce qui reste, parce qu'il y a une inquiétude sur le déplacement de ce rassemblement de dugongs. Effectivement, l'idée là, c'est d'aller sur des points où on sait, où il a été documenté qu'il y avait de l'herbier dense. L'idée là aujourd'hui, c'est de se rendre sur ces positions et de voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on retrouve ces herbiers ou est-ce que la situation s'est dégradée? D'accord. Ok. Ok, donc on va s'équiper, on va se mettre à l'eau. Alors, Marc, si jamais on voit des dugongs, parce qu'il y en a encore qui circulent à cette période de l'année, qu'est-ce qu'il faut faire ou surtout ne pas faire? Alors, si on a la chance de croiser un dugong, ce qu'il faut faire, c'est éviter évidemment de le déranger, de le perturber. Donc tout simplement, j'ai envie de te dire, on ne bouge pas, on le laisse passer, on n'essaye pas de se rapprocher de lui avec nos palmes, on le laisse vivre sa vie et très rapidement il va s'éloigner. Mais surtout, ne rien faire pour le perturber. Ok, très bien. Je vais préparer pour 3, 2, 1, go!
Alors Marc, là, tu m'as emmené plonger sur deux zones différentes. Une où on a bien vu que on était sur un fond sableux, où il y avait quelques petits patchs d'herbier, mais alors vraiment très timides. Et puis l'autre zone où on avait un herbier dense. Qu'est-ce que ça envoie comme message, cette différence entre ces deux zones? Le message que ça envoie principalement, c'est que ces écosystèmes sont fragiles parce que le premier site sur lequel on a été est un point où on sait qu'il y avait un herbier dense il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on a pu constater qu'il n'y avait que du sable. Donc ces écosystèmes-là sont sujets à des dégradations, à des menaces, à des pressions, et on voit qu'ils peuvent évoluer rapidement et que ça peut avoir des conséquences assez dramatiques pour les populations de dugong qui en dépendent directement. Alors justement, le dugong, c'est l'espèce marine la plus menacée de Nouvelle-Calédonie. C'est une espèce qui est considérée en danger. Sa population est vraiment fortement en déclin. Quelles sont précisément ces menaces qui pèsent sur lui? Alors, il y a plusieurs menaces qui pèsent aujourd'hui sur les dugongs. On sait que le braconnage en est une encore. Il y a également les prises accidentelles dans les filets et les collisions avec les bateaux. Et ce à quoi on peut rajouter, c'est un peu ce qu'on a observé aujourd'hui, c'est la dégradation de son habitat. Un habitat qui principalement constitue des herbiers et qui peut être très menacé et disparaître assez rapidement comme on l'a observé aujourd'hui. Alors le dugong, il n'a pas toujours été dans les eaux calédoniennes. D'où est-ce qu'il vient et puis comment il est arrivé jusque chez nous? Alors on pense, sur la base des données génétiques dont on dispose, que ces dugongs viennent d'Australie. On a des grosses populations de dugongs. Et ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il y a une dizaine de milliers d'années à peu près, il y a des dugongs qui ont migré d'Australie et qui sont arrivés en Calédonie, qui ont pu peupler le lagon. Ça, c'est une signature assez marquée dans leur patrimoine génétique. Et c'est aussi en lien finalement avec les dernières périodes de glaciation, puisque à l'époque où il faisait très froid, on avait 100 mètres de niveau de mer en moins, et donc à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de lagon. Et plus tard, les dugongs qui ont pu venir d'Australie ont trouvé ici des zones propices, avec notamment ce lagon peu profond et des herbiers sur lesquels ils ont pu se nourrir. Donc aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques centaines, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, depuis qu'on a commencé les recensements de cette population, on a pu observer qu'elle avait fortement décliné. On en a perdu plus de la moitié. C'est difficile à dire, mais oui, effectivement, les chiffres dont on dispose suggèrent qu'on a une baisse vraiment très importante par rapport au début des années 2000. Alors c'est une espèce protégée pour laquelle il y a une très forte mobilisation à la fois des collectivités, mais aussi des associations locales. D'ailleurs, le WWF est très impliqué dans sa protection au travers d'un programme qui s'appelle le Plan d'action dugong. Est-ce que tu peux m'en dire un mot ? Alors le plan d'action dugong, c'est une collégialité d'acteurs, effectivement, les institutions, les ONG, associations locales, l'IRD, etc., qui se sont réunis pour essayer d'avoir une action mieux coordonnée et plus ambitieuse pour la protection du dugong. Ça fait plus de 10 ans que ça existe. Aujourd'hui, c'est piloté par l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité. Et donc, il y a une approche stratégique aussi dans laquelle on essaye de mettre ensemble nos ressources, nos expertises pour avoir une action plus efficace en vue de protéger cette espèce plus efficacement. Est-ce qu'il y a encore une chance de pouvoir sauver cette espèce qui est présente depuis 10 000 ans dans les eaux calédoniennes et qu'on a finalement presque décimée en quelques décennies? Est-ce qu'il y a un espoir ? Oui, clairement, il y a encore un espoir. Il ne faut pas se résigner. Effectivement, la situation est inquiétante depuis plusieurs années maintenant. Mais on sait très bien que ces animaux ont la capacité de rebondir, de se renouveler, d'avoir une population qui va redevenir florissante, si tant est qu'on soit en capacité de réduire ces menaces qui pèsent aujourd'hui sur eux. Et pour ça, il faut avoir une action certes ambitieuse, mais le potentiel est là. Si on fait tout ce qu'il faut, les dugongs pourront revenir. C'est ça, il faut quand même rester mobilisé sur sa protection. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie. Sur les côtes calédoniennes, le dugong n'est pas seulement un animal marin. Pour de nombreuses communautés kanaks, il est un ancêtre, un messager, un être qui relie la mer, les clans et la mémoire. À Koné, l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité a mené un travail inédit. Recueillir ses savoirs, ses récits, ses liens profonds. Pour comprendre ce travail essentiel, retrouvons Léa Bernagou,
et le projet Ressac. Bonjour Léa. Bonjour, Elisabeth, ça va? Oui, ça va, je te remercie. Et merci de m'accueillir ici dans les locaux de l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, à Connay, sur le site de la plage de Fouet. Donc toi, tu es responsable du plan Action Dugong et tu t'es notamment occupée du projet Ressac. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ressac? Ressac, c'est récolte des savoirs culturels autour du dugong. Donc c'est un projet qu'on a mené, mais pour en savoir plus, suis-moi, je t'invite dans nos locaux. Ah ben allez. Alors, de quoi s'agit-il concrètement sur ce projet Ressac? Quel était l'intérêt de mener un projet comme celui-ci? L'intérêt, c'était d'avoir des informations sur les pratiques, la consommation, la chasse sur le dugong en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un travail qui a été mené avec plusieurs partenaires, notamment les membres du plan d'action dugong et l'Agence de développement de la culture kanak, la DCK, pour essayer d'en savoir plus sur la symbolique du dugong, les pratiques et les usages autour de l'espèce. Donc il s'agit d'une enquête. Concrètement, comment est-ce qu'elle a été menée? Il y a eu des collecteurs qui sont allés interroger les pêcheurs, les chefs de clans, de tribus, qui leur ont posé plein de questions donc, sur les dugongs, leurs connaissances, comment ils le chassaient. Il y a eu en tout 67 pêcheurs interrogés, donc principalement au nord, dans 19 communes, dans les 3 aires du nord, Outmawap, Paitchi et Aidji. Les entretiens ont lieu soit en français, soit en langue kanak, donc il y avait aussi toute une partie de traduction. Les entretiens ont été enregistrés. Et suite à ces entretiens, il y a eu une analyse des résultats et on a appris plusieurs éléments intéressants. Qu'est-ce que ces entretiens ont révélé, notamment sur la représentation du dugong? Alors, on connaît son image d'ancêtre, de messager, mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui grâce à cette enquête? Ouais, les dugongs, c'est considéré comme un ancêtre, comme aussi une espèce totem pour certains clans. Et en fait, le fait de consommer les dugongs dans les tribus, dans les clans, au sein de la chefferie, ça symbolise la cohésion sociale entre la communauté. C'est vraiment manger du dugong, c'est pour renforcer les liens entre tout le monde dans la communauté. Alors, il y a aussi tout un ensemble de rites et d'interdits autour du dugong. Ouais, déjà pour aller capturer un dugong, c'était pas n'importe quel pêcheur, fallait qu'il soit sélectionné selon ses compétences. Fallait pas dire qu'on allait à la pêche, fallait pas du tout en parler, sinon ça portait malheur. Et aussi quand ils ramenaient le dugong sur la terre, les femmes n'avaient pas le droit d'assister au dépeçage. C'était des personnes aussi sélectionnées pour le dépeçage. Tout un tas d'interdits. Il y a certaines parties aussi du corps des dugongs qui étaient offerts aux chefs. Donc aujourd'hui, la pêche est interdite et l'espèce est en danger. Comment est-ce que ça change la relation des communautés au dugong? Et il commence à y avoir une prise de conscience avec certaines personnes qui trouvent la situation assez triste. Ils sont inquiets pour la préservation du patrimoine naturel, mais aussi culturel. Mais il n'y a pas vraiment encore une prise de conscience à l'échelle de toute la Nouvelle-Calédonie que les dugongs sont en danger et qu'il y a un déclin de l'effectif. D'où l'intérêt de faire encore de la sensibilisation et une grosse campagne de communication. Donc, ce que montre aujourd'hui cette étude, Ressac, c'est que la protection du dugong, ce n'est pas seulement un enjeu écologique, mais c'est aussi un enjeu culturel majeur. Exactement, ouais, on a vu avec Ressac que le dugong occupe une place importante dans les communautés et toute symbolique autour du dugong. Donc si le dugong disparaît, c'est aussi tous les récits, toutes les cultures qui disparaissent avec lui. Ce serait vraiment triste. Ouais. Merci Léa. Merci. Malgré les efforts réglementaires récents et une prise de conscience des communautés locales qui ont adapté certaines de leurs pratiques traditionnelles, l'avenir du dugong de Nouvelle-Calédonie reste fragile.
Classé en danger d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le dugong calédonien pourrait bien disparaître si rien n'est fait. Pour en parler, retrouvons Hubert Géraud, expert du WWF, ici à l'île aux Canards. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Alors on se retrouve aujourd'hui à l'île aux Canards pour une bonne raison. C'est qu'entre l'îlot et l'Ansbata, eh bien c'est une zone à dugong. Exactement. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui pratiquent des activités nautiques sur ce plan d'eau sont vraiment aux premières loges pour apercevoir les sirènes du Pacifique, si j'ose dire. Tu les nommes bien, puisque ce sont des animaux qui appartiennent à l'ordre des siréniens. Il en existe seulement 4 espèces à travers le monde, 3 espèces de lamentins et un dugong, notre vache marine. Et il faut savoir qu'il existait avant une 5e espèce, la rétine de stellaire, qui pouvait atteindre les 8 mètres et peser jusqu'à 11 tonnes. Et qu'est-elle devenue ? Eh bien, découverte en 1741 dans le nord du Pacifique, les navigateurs européens l'ont chassée pour sa graisse et sa viande et l'ont exterminée jusqu'au dernier en seulement 27 ans. C'est quasiment un record en termes de délai entre découverte d'une espèce et son extinction chez les mammifères. C'est vertigineux. Alors, les siréniens sont aujourd'hui toujours très vulnérables, très menacés. Déjà, ce sont des gros mammifères marins, assez lents, donc faciles à approcher et à capturer. D'autant qu'en plus, ils vivent dans des zones soit côtières, comme ici, on l'a vu, entre l'île aux Canards et l'Ansbata, soit fluviales, donc proches des hommes. Et donc, ils sont très vulnérables aux pressions humaines, y compris ici, en Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, oui. 3 faits viennent nous le démontrer concernant nos vaches marines. Premièrement, la taille de la population. En une vingtaine d'années, les populations du dugong, grâce à un inventaire par survol aérien, on a pu montrer que les populations sont descendues d'à peu près 2000 individus à possiblement quelques centaines. Deuxièmement, l'isolement génétique. Donc il n'y a pas d'échange avec les populations voisines, en particulier celles d'Australie. Ça veut dire que si on perd nos dugongs, les dugongs voisins ne prendront pas la place. Et troisièmement, les pressions subies, comme le montre fort bien le réseau d'échouage actuel. Jusqu'alors, la population de dugong calédonienne était classée vulnérable et depuis 2022, elle a été classée par l'UICN en danger critique d'extinction. Ce classement, on le doit au travail de l'IRD d'Opération Cétacés et il représente un signal d'alerte pour une possible disparition prochaine de nos dugongs. Alors concrètement, quelles sont les menaces qui pèsent sur nos sympathiques vaches marines, que l'on nomme ainsi parce qu'elles passent une grande partie de leur temps à brouter les herbiers du lagon ? La première menace, c'est le braconnage. Et je parle bien de braconnage, car depuis une vingtaine d'années, province sud comme province nord ont totalement interdit le prélèvement de vaches marines ou de dugong, même pour des chasses traditionnelles. Et il y a déjà plus d'une 60aine d'années, pour être précis, en 1962, les Calédoniens s'interrogeaient sur l'avenir de leurs vaches marines et ils avaient voté une délibération qui interdisait la chasse au dugong en 1962, à l'exception d'autorisations données pour des fêtes traditionnelles ou coutumières. Ensuite, il y a également les collisions. Les collisions avec les coques de bateaux et avec leurs hélices. Mais avec les foils aussi, maintenant, qui sont en train de fleurir un petit peu partout, et notamment sur ce plan d'eau à l'Ansbata. Exactement. C'est un vrai danger pour ces animaux. Supplémentaire. On a également les prises accidentelles dans les filets, et particulièrement dans les scènes dormantes. Ces filets qui sont disposés sur les herbiers ou devant les mangroves et qui ne sont pas surveillés. Et puis, il faut également compter avec la dégradation des herbiers marins, qui vont être dégradés par l'ancrage sauvage, par les apports terrigènes des bassins versants, et puis de plus en plus par le changement climatique qui va stresser ces herbiers. Et donc, on risque de priver le dugong de sa nourriture. Comme on a pu l'observer avec Marc Aurémus à Bourail, où on a vu donc que les herbiers avaient considérablement diminué de taille en quelques années seulement. Alors Hubert, est-ce qu'on peut encore sauver le dugong ? Oui, nous sommes convaincus que oui.
au WWF, mais également chez tous les partenaires du PAD, le plan d'action du Gong, qui est coordonné par l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité depuis 2017. Oui, la situation est critique, mais elle n'est pas désespérée, comme nous invitent à le penser nos voisins asiatiques, qui sont en train d'écrire une histoire assez semblable pour le sauvetage d'une autre espèce de mammifère, cette fois-ci terrestre, le tigre. En l'espace de 50 ans, ils avaient perdu 95% de leurs effectifs. On n'avait plus que 3000 tigres, et grâce aux efforts conjoints, ils sont en train de remonter la population. Aujourd'hui, on est à peu près à 5500. Effectivement, c'est une très belle histoire qui nous montre que quand on veut, eh bien, on peut le faire. Donc, aujourd'hui, si les Calédoniens veulent sauver leur dugong, ils peuvent le faire, tout comme ils l'ont fait avec la perruche d'Ouvéa ou encore avec le cagou. Mais oui, ce sont des très bons exemples que tu donnes. Et il y a d'ailleurs un proverbe qui dit « Quand il y a la volonté, il y a un chemin ». Alors justement, sur ce chemin, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour sauver le dugong ? Eh bien, le plan d'action du Gong nous donne 5 choses à faire. Premièrement, signaler un dugong blessé ou mort en faisant le 16 et même en faisant le 17 en cas d'observation d'une scène de braconnage. D'accord. Deuxièmement, refuser de braconner et de manger de la viande de vache marine si on vous en propose. Troisièmement, limiter sa vitesse en bateau à l'approche des herbiers, qui sont les lieux de l'alimentation des dugongs. Quatrièmement, privilégier les fonds sableux pour jeter l'ancre et voire utiliser les mouillages quand on en dispose. Et ensuite, respecter une distance d'au moins 50 mètres entre son bateau et les dugongs pour leur assurer leur quiétude. Oui, donc ce sont vraiment que des règles de bon sens. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment à la croisée des chemins, Hubert. Nous avons le choix. Soit on suit la voie d'un pays comme Mayotte, qui est en train de perdre son dugong, où il reste plus qu'une dizaine d'individus. Tout à fait. Soit on s'inspire de l'exemple de l'Australie qui, elle, a réussi le sauvetage de son dugong et qui, aujourd'hui, a 150 000 individus dans ses eaux. Donc ça, c'est un modèle vraiment inspirant, d'autant qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur la science qui nous apporte la connaissance, qui nous dit quoi faire et surtout pourquoi le faire. Alors ne ratons pas ce rendez-vous et surtout ne laissons pas le dugong s'éteindre sous nos yeux. Merci Hubert. Merci Elisabeth.